Bonjour Éric Baratet. Bonjour. Votre dernier livre, Au Seuil, Culture féline, passionnant parce que vous nous refaites l'histoire du chat et de ses relations avec les humains depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, on est arrivé au chat-chien. Alors qu'est-ce que c'est que ce chat-chien? Alors c'est une expression que j'ai Oui, forgée. très intéressante cette expression. Hein. Oui, alors c'est quelque chose qui a été créé, qui vient en fait des pays anglophones d'Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, où là ils ont eu deux problèmes amenant la même conséquence. En Nouvelle-Zélande, un environnement très riche mais qu'ils veulent protéger. En Australie, un environnement qui est en train de se déliter, on le voit bien avec les feux, etc., et qu'ils voudraient protéger. Et ils ont été très sensibles au problème du chat, le chat en pleine expansion démographique, mais avec beaucoup de prédation sur la faune. Et c'est donc, le troisième quand même facteur de perte de la biodiversité après la bétonisation et l'empoisonnement des terres. Exactement. C'est quand même pas négligeable. Exactement. Et en France, c'est quelque chose qu'on ne veut encore pas reconnaître. Absolument pas. On est très obtus là-dessus. Oui, c'est encore un sujet tabou. Exactement. Et donc, eux ont lancé un programme finalement d'éradication des chats errants et de contrôle plus fort des chats de compagnie. Et ce contrôle plus fort des chats de compagnie a fait que petit à petit, ces gens ont voulu des chats solliciteurs, joueurs, etc. Et par sélection, par éducation, par choix des tempéraments adaptés, eh bien on a vu apparaître ce que j'appelle le chat-chien, qui effectivement, par exemple, maintenant commence à connaître l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, les vétérinaires vous la décrivent très bien pour les chiens de compagnie. Hein, s'ils perdent leur maître, ils sont très anxieux. On ne la connaissait encore pas pour les chats. Un chat errant du 19e siècle, il ne connaissait pas l'anxiété de séparation, c'était plutôt l'anxiété de rapprochement. Quand il voyait arriver un homme, très souvent, ça se passait mal pour lui. Et là maintenant, on voit arriver cela, et on voit arriver des chats, qui sollicitent, qui veulent jouer, qui vous suivent, qui se promènent en laisse, et qui maintenant acceptent de se promener en laisse, et qui arrivent à se promener en laisse, qui s'adaptent très bien. Et en fait, on fait aux chats ce que nous avons fait pour les chiens, puisque au XIXe siècle, la plupart des chiens étaient des chiens vagabonds, des chiens errants. Il y avait très peu de chiens de compagnie. On a complètement renversé l'affaire. Et pour vous montrer l'ampleur du processus, hein, dans Béatrix, un roman de Balzac qui date des années 1830, il met en scène un aristocrate revenu d'immigration après la Révolution et qui promène sa chienne en laisse autour de la ville. Et ça fait rire littéralement toute la ville. Comment peut-on être assez stupide pour promener un chien en laisse ? Et maintenant, ça nous paraît tout à fait normal de promener un chien en laisse. Et on voit donc, dans des conditions... Alors, je ne dis pas, l'expression chat-chien ne veut pas dire que le chat va devenir un chien. Il y a une barrière biologique, évidemment. Mais la pression humaine, la pression environnementale fait que ces chats se mettent à se comporter à la manière des chiens. Alors avec des inconvénients, par exemple, ils peuvent souffrir d'anxiété de séparation. Avec des avantages, ils ne connaissent plus la violence d'autrefois, ils ne se promènent plus avec la teigne, la gale, du rachitisme, etc., etc. Surtout, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est enjoliver le avant d'autrefois des chats indépendants. C'était pas toujours très facile pour eux. Ils vivaient très peu de temps, par exemple 2-3 ans, guère plus. Mais aujourd'hui encore, hein, les associations vous diront qu'un chat errant d'ailleurs vit moins longtemps et Tout qu'il à a une vie fait. épouvantable. Tout à fait. Les chats de ferme vivent très peu de temps, alors que le chat de compagnie, évidemment, maintenant atteint les 20 ans sans aucun problème s'il est bien traité. Alors ce que vous dites aussi, c'est que du coup, sur cette angoisse de la perte de la biodiversité, de plus en plus d'anglo-saxons laissent leur chat, décidément, leur chat enfermé, parce qu'ils veulent pas qu'ils sortent, puis ils veulent pas qu'ils soient en danger, donc ça c'est intéressant. Et l'autre chose aussi, c'est que les spécialistes du chien disent beaucoup que le chien est un loup bébé, un loup adolescent, et en fait vous parlez de le même phénomène avec le chat, qui devient un chat bébé, un chat enfant, quoi, qui joue. Oui. Tout à fait. Alors, moi, j'aime pas trop, j'en ai parlé, mais j'aime pas trop cette expression adolescent parce que elle vient des vétérinaires qui pensent trop qu'il y aurait un modèle absolu du chien ou un modèle absolu du chat.
En fait, je pense plutôt que ces animaux deviennent plus solliciteurs, plus joueurs, etc. Mais exactement comme nous, humains. Nous jouons beaucoup plus avec nos enfants que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Nous parlons à nos enfants, hein, etc., etc. Et en fait, cette manière nouvelle que nous avons eue de faire avec les enfants, nous l'avons déportée, pas tout à fait parallèlement, mais avec un tout petit écart, sur nos chiens et nos chats. J'avais travaillé sur une nouvelle de Thomas Mann pour un précédent livre où il parlait de son chien. Il se promène avec son chien, mais il ne songe pas beaucoup à jouer, à lui parler. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit les mémoires des enfants de Thomas Mann, eh bien, ils nous racontent que leur père, il le voyait une fois par jour à l'un des repas. Et il parlait que si on leur donnait le droit, autrement dit. Hein, voilà. Hein. Donc, et évidemment, Thomas Mann ne jouait pas avec ses enfants. Et donc, nous avons une population occidentale maintenant qui fait plus de sport, qui joue plus, qui vieillit plus, qui est jeune plus longtemps, etc. Et nous sommes en train de le reporter sur nos chiens et nos chats. Et le chat a l'intelligence aussi adaptée, parce que c'est aussi quelque chose, c'est que c'est un animal particulièrement facile à adapter. Il peut vivre partout, finalement, il se débrouille très très bien un peu partout. Tout à fait. Il a conquis le monde. Exactement. Et d'ailleurs, on sait maintenant que les espèces qui ont été domestiquées sont des espèces, on ne les a pas domestiquées de force. Hein, il y a eu un donnant-donnant. Lorsqu'on a voulu faire des domestications de force, bien souvent ça a raté. Et il faut en fait que l'animal, l'espèce, trouve un intérêt à la domestication. Il y a eu du donnant-donnant. Et ça a donné des animaux finalement relativement bien adaptables. Mais quand on fait l'histoire des vaches par exemple, ou l'histoire des chevaux, on retrouve cette même capacité d'adaptation. Alors qu'est-ce que sera le chat au XXIe siècle? Ça c'est la question. Alors là, ça... Joker.